Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à votre fiscalité. Nous allons nous demander ensemble quels sont les investissements qui existent pour optimiser sa fiscalité. Et le timing de l'émission n'est pas anodin évidemment, puisqu'on se doute qu'avec la période de déclaration de revenus à l'heure actuelle, c'est une question que vous vous posez toutes et tous. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. On a le plaisir d'accueillir tout d'abord Thaïs Castan. Bonjour Thaïs Castan. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé au sein du cabinet L&A Finance et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Pierre-Elliott Blum. Bonjour Pierre-Elliott Blum. Bonjour Nicolas. Vous êtes avocat associé spécialisé sur les sujets de fiscalité chez Lumet Avocat. Alors, on est dans une période de déclaration de revenus. Certains d'ailleurs ont déjà vu cette période se terminer. D'autres commencent à se poser la question peut-être avec un petit peu de retard. Souvent quand on déclare ses revenus, on a une première estimation de ce qu'on va devoir ensuite payer en termes d'impôts et on se dit tiens, si j'avais fait des investissements pour optimiser ma fiscalité. Alors peut-être d'ailleurs Thaïs Castan, première question, que c'est un mauvais raisonnement de réfléchir en matière de fiscalité uniquement quand on veut faire des investissements, mais pour autant on peut avoir parfois des investissements qui nous donnent en plus une certaine manière d'optimiser sa fiscalité. Alors c'est vrai qu'on ne pense pas le critère numéro 1 d'un investissement, c'est pas la réduction d'impôts à proprement parler, parce que si c'est le cas, on fait un mauvais investissement en soi. Donc il faut regarder d'autres paramètres, notamment la situation du client, sa capacité, ses attentes, son échéance. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais si en plus de cela, on peut faire une pierre deux coups et bénéficier d'une optimisation fiscale, pourquoi pas? Mais ce qu'on va regarder avant toute chose, c'est si l'investissement en lui-même, au-delà de la réduction d'impôts, a un intérêt pour le client. Pierre-Elliott Blum, est-ce que dans cette période particulière de déclaration de revenus et d'anticipation fiscale, ou en tout cas de calcul effectivement des impôts payés sur le revenu, vous voyez beaucoup plus de questionnements sur les manières d'optimiser sa fiscalité sur l'année prochaine? Tous les ans c'est pareil ou pas forcément? Alors souvent les questions qu'on a, c'est est-ce qu'on peut optimiser la déclaration qu'on va déposer cette année? D'accord. Souvent, on leur dit que c'est un peu trop tard parce qu'on s'y prend vraiment au dernier moment et donc il n'y a pas grand-chose, si ce n'est certaines charges qu'on peut passer ou certaines optimisations sur des déclarations spécifiques qu'on peut effectuer. Mais non, il n'y a pas de magie à faire sur l'année N quand on déclare l'année N-1. En revanche, effectivement, on peut anticiper des investissements, mais je rejoins parfaitement ce qui a été dit. Un investissement qui est purement effectué pour des questions fiscales, de réduction d'impôts ou de crédit d'impôt, ce n'est pas toujours les investissements à préconiser, parce que souvent, quand on a une réduction d'impôt ou un crédit d'impôt octroyé, c'est que l'État veut inciter des investisseurs à développer soit un marché immobilier, pour parler par exemple du Pinel, soit pour un marché industriel sur le Girardin par exemple, et qui donc bout à bout va amener certes une réduction d'impôt, mais qui est un investissement qui peut être réalisé des fois à perte, comme c'est le cas du Girardin, où on sait déjà dès le départ que par exemple on n'aura pas de plus-value à la sortie. Donc effectivement l'investissement c'est intéressant, mais je pense qu'il faut avoir une vision beaucoup plus large sur quelles seraient les plus-values qu'on pourrait générer par rapport à mon patrimoine, et surtout si c'est intéressant sur du long terme. Eh ben, on va peut-être commencer, alors j'avais pas du tout prévu de commencer par le Girardin, mais allons sur le Girardin. De quoi on parle concrètement? On parle d'un investissement à perte, on le sait dès le début, ça c'est sûr, et on va aller investir dans du matériel agricole, hein, c'est ça? Notamment, voilà. C'est sur des investissements généralement en dom-tom, où on va... Prenons l'exemple d'un jardin industriel où on va acheter un matériel industriel ou un matériel agricole, par exemple, qu'on va financer. D'accord. C'est souvent des financements avec plusieurs investisseurs, qui est porté par une société de projet. Donc pour des agriculteurs en Outre-mer? Par exemple, exactement. Et on va bénéficier d'une certaine réduction d'impôt sur le montant de l'investissement. La difficulté de ces investissements-là, c'est effectivement que l'investissement est à perte, puisqu'on n'aura pas de plus-value à la sortie. Donc on sait déjà que l'avantage qui est généré par cet investissement-là, c'est la réduction d'impôt. D'accord. Et qu'il n'y aura pas de sortie favorable à la fin du projet. Et autre difficulté, c'est surtout qu'on a des conditions assez strictes à respecter, et c'est souvent des conditions qu'on ne maîtrise pas, puisqu'il faut notamment que le matériel soit utilisé pendant un certain nombre d'années, etc. Et donc il y a certains cas de remise en cause qui peuvent être appliqués sur 8 ans. Remise en cause par l'administration fiscale qui dit attention, le matériel n'a pas été utilisé pour ce que vous m'avez dit, même si vous n'avez pas la maîtrise dessus. Et là, pour le coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un redressement fiscal? Exactement. Très clair. Thaïs Castan, on va peut-être pas revenir sur le Girardin, à moins qu'il y ait un petit mot à ajouter sur... Non, pas de mots supplémentaires sur le Girardin. Question générale, quels investissements pour optimiser sa fiscalité? Moi, je pensais qu'on allait commencer par parler du PER, par exemple, ou de l'immobilier. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients, ou qu'est-ce qui marche le plus quand on veut faire un investissement et en profiter pour optimiser sa fiscalité? En fait, de manière générale, au sein du cabinet, on pense qu'il y a un peu deux manières de voir les choses en termes de réduction d'impôts. Il y a effectivement les réductions
réduction d'impôt les investissements qui permettent à la fois de capitaliser, de faire travailler son argent, tout en générant une optimisation fiscale. Donc là, on cherche le critère financier, pur et dur, donc investissement immobilier. La seule chose, c'est qu'en immobilier, un peu comme le Girardin, certains investissements sont décriés, notamment les dispositifs Pinel et les précédents qui ont eu lieu avant. Bon, les de Normandie, ça n'a pas un succès fou. Et après, les dispositifs pour les monuments... Alors, Pinel, on investit dans le neuf. De Normandie, on réhabilite dans certaines zones de l'ancien. Voilà, des logements anciens, réhabilités, dans des centres-villes, idéalement. Mais bon, en fait, on trouve assez peu d'offres, finalement, intéressantes, du moins. Et du coup, il y a peu de succès sur ce type de loi qui, à l'origine, le projet est intéressant. Oui, bien sûr. Mais dans les faits, ça se pratique assez peu. Si je comprends bien, alors effectivement, le Pinel et de Normandie, c'est deux dispositifs différents. Ça peut marcher dans certains cas, mais ce que vous constatez, c'est que ce qui arrive aussi, c'est qu'en fait, on a la carotte fiscale quelque part, mais la performance n'est pas au rendez-vous, c'est ça ? En fait, souvent, on surpaye le prix. Parce que dans le cas du Pinel, on achète dans le neuf, donc on achète 20, 30, voire même parfois 40% au-dessus du prix du marché. Et c'est exactement le même principe qu'une voiture neuve. Ça veut dire quand on sort du garage ou dès qu'on a les clés en main, le bien est considéré comme ancien. Donc déjà, il y a une décote au moment de la revente qu'il faut amortir. Et ça, on peut l'amortir que dans le temps. Bien sûr. Ensuite, il y a aussi les frais d'acquisition. C'est le principe de l'immobilier, des frais de notaire, des frais potentiellement d'agence, des travaux, les impôts. Dans le neuf, normalement, il n'y a pas de travaux, mais... Normalement, il n'y a pas de travaux. Enfin, l'entretien, en tout cas, sur la durée du bien. Et puis ensuite, il y a les impôts locaux qui ont tendance à augmenter. Donc voilà, il y a différentes charges à prendre en considération qui viennent gréver l'investissement en bout de chaîne. Mais pour finir, juste sur ce que j'expliquais tout à l'heure, donc il y a les investissements immobiliers, effectivement, d'un certain côté. Il y a aussi le LMNP, on n'en parle pas forcément, mais c'est un dispositif qui n'est pas mis en place par l'État pour réduire son impôt. C'est quand même un dispositif qui est mis en place quand même pour amortir et neutraliser la fiscalité sur les revenus fonciers. Donc on peut appeler ça aussi un outil de création de patrimoine en optimisant son impôt. Et puis ensuite, sur la partie un peu plus placement financier, comme vous l'abordiez à l'instant, oui, il y a les dispositifs comme les plans d'épargne retraite qui ont été dépoussiérés depuis 2019 avec la loi Pacte, qui permet quand même plus de flexibilité au sein de l'investissement, plus de liquidité aussi, et une meilleure personnalisation de l'enveloppe. Ça, c'est intéressant. Pierre Hildeblum, j'aimerais revenir sur les sujets immobiliers, parce qu'effectivement, on a mentionné le Pinel, le Malraux, le de Normandie, mais on aurait pu aussi mentionner le Malraux. Là, il faut savoir dans quoi on met les pieds, globalement. Il ne faut pas juste regarder la carotte fiscale, il faut être prêt, connaître l'investissement immobilier, savoir et se demander surtout pourquoi est-ce que l'État me fait un cadeau ici, c'est jamais gratuit. C'est-à-dire, de l'autre côté, il y a effectivement potentiellement ou un risque ou une durée de détention ou en tout cas des conditions à respecter. Complètement. Il y a des conditions assez strictes à respecter. Il faut notamment, quand on regarde par exemple le Pinel, on a un certain nombre d'informations à collecter en amont du projet, la date de finalisation, la date d'achèvement des travaux, etc., pour savoir exactement sous quel régime on se situe. Et il faut respecter toutes les conditions qui sont fixées par la loi et qui sont assez strictes. Alors après, il y a beaucoup de contribuables qui le mettent en place. Il n'y a pas de difficulté particulière, mais malgré tout, il faut être informé dès le départ que ce n'est pas simplement un investissement immobilier simple. Il y a des conditions à respecter pour bénéficier de la réduction d'impôt. Nous, d'un point de vue purement conseil, quand on a des clients qui nous posent des questions sur les modalités d'optimisation, on s'attache davantage à regarder quel est le projet global, quel est le montant qu'on veut investir, quelle est la structuration du patrimoine et comment on peut, via un investissement qui va être intéressant, optimiser la fiscalité. D'ailleurs, on n'aborde pas la fiscalité en amont d'un projet d'investissement. C'est-à-dire que c'est d'abord qu'est-ce qu'on veut investir, comment on veut l'investir, avec quoi, comment on finance, et ensuite comment on peut l'optimiser. Et l'exemple du LMNP est un exemple parfait. Alors, il y a eu effectivement des modifications assez récentes dans la loi de finances qui ont un petit peu, je dirais, limité l'avantage fiscal du régime, mais malgré tout, durant la vie de location, ça reste le régime le plus intéressant pour les particuliers. Et donc voilà, on les oriente plutôt là-dessus. On essaye de leur indiquer que, par exemple, si on a de l'IFI, on peut créer de la charge pour réduire avec les jeux du plafonnement. Donc voilà, c'est un jeu global, une vision globale, et c'est pas simplement un régime de réduction vers lequel on va tendre parce qu'on veut avoir la réduction. Donc on commence systématiquement, si je comprends bien, que ce soit le point de vue conseil gestion de patrimoine ou le point de vue conseil avocat spécialisé en fiscalité, on commence de toute façon par réfléchir investissement avant de réfléchir fiscalité, Thaïs Castan. Absolument, c'est ça. On réfléchit plutôt approche globale vis-à-vis de la situation du client et ensuite spécifique. Et si il y a une réduction d'impôt, tant mieux en fait. Alors du coup, je change ma question.
À l'heure actuelle, en 2025, quand on remplit sa déclaration de revenus, est-ce que quand on vous pose la question de la fiscalité, vous constatez qu'il y a des choses qui sont faciles à faire et que beaucoup n'ont pas fait? Je reviens sur le PER, ça se trouve ça n'est pas du tout le cas, mais est-ce qu'il y a des choses on aurait pu faire facilement, ça n'aurait pas changé grand-chose? Thaïs Castor et ensuite Pierre-Éliott Blum. Alors souvent, je constate que les clients oublient, parce qu'au fil d'une année, la vie fait que, par exemple, déduire tous les frais d'acquisition ou de souscription, notamment quand on a eu recours à un crédit bancaire. On a la possibilité de déduire fiscalement, au même titre que ces charges d'intérêt d'emprunt, d'assurance, taxes foncières et compagnie, les frais de dossier, l'assurance du prêt, les intérêts d'emprunt en général. Les intérêts d'emprunt, on s'en souvient. Mais voilà, toutes ces petites charges au début de l'investissement que des clients On parle d'investissement, pas d'acquisition de résidence principale. Oui, bien sûr, parce que c'est uniquement pour les investissements locatifs. Pour la résidence principale, on n'a pas la possibilité de déduire ces charges-là. Mais les clients, en fait, au cours d'une année, ont vécu tellement de choses qu'au moment de la déclaration en N+1, ne s'en souviennent plus. Et donc, on a la possibilité quand même de rattraper, ça c'est bon à savoir, sur les 4 prochaines années, des charges qu'on n'aurait pas déduites la bonne année. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Donc ça, c'est quelque chose d'assez facile à faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses assez faciles à faire qu'on peut effectivement lancer assez facilement quand on voit, par exemple, quand on fait une analyse patrimoniale globale, quelque chose qui systématiquement est sous-estimé, par exemple, ça arrive, ça, ou ça dépend vraiment, c'est du cas par cas? Nous, on le voit assez fréquemment sur tout ce qui est revenus locatifs, les revenus fonciers notamment, où on constate souvent qu'il y a une omission assez importante d'informations qui nous sont transmises sur des travaux, sur des primes d'assurance, sur des intérêts même des fois d'emprunt. Voilà, donc c'est des choses qu'on peut constater. J'ai eu l'exemple encore hier d'une cliente qui a des frais de garde, par exemple, pour des enfants en crèche et qui ne m'envoie pas les justificatifs. Ça, c'est des choses qu'on peut déduire. Donc, que ça donne lieu à un crédit d'impôt, c'est ça? Exactement. Donc c'est des dépenses plutôt globales au moment de la déclaration qu'on peut constater d'une manière assez simple. On constate qu'il y a un enfant qui est déclaré, qui est rattaché au foyer. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas de crédit d'impôt pour crèche. Bon, voilà, on peut poser la question. Donc, c'est des choses que nous, on a l'habitude de voir. Et après, si on veut voir un peu plus large sur des investissements, effectivement, il y a le PER. Alors, le PER, il est assez en vogue en ce moment et à la fois aussi un peu décrié quand on regarde les frais de dossier, etc. et les frais qui sont issus de ces contrats-là. Mais malgré tout, il permet une certaine optimisation sur les salaires qui est un petit peu, je dirais pas la seule, mais qui est une des, avec évidemment les charges, frais réels, mais qui est une des seules optimisations aujourd'hui appliquées. Et puis après, si on a des investissements en actions, on peut ouvrir des PEA. Donc il y a tout un panel malgré tout d'optimisation de la fiscalité de l'investissement, mais ça se voit sur du long terme. Pour simplifier, moi j'aime bien résumer les réductions d'impôts en 3 catégories. Et la première, c'est la catégorie de l'investissement, comme on vient de le dire, l'investissement immobilier, l'investissement financier via le PER. Il y a aussi tout ce qui va être la catégorie donc, des frais liés à son quotidien, donc des frais à domicile, des frais de garde, de jardinage extérieur et compagnie. Et puis après, il y a la catégorie, je dirais, conviction. Ça veut dire des investissements qu'on va faire par conviction propre et personnelle, que ce soit via des SOFICA, via potentiellement les DOM-TOM, ou via des dons également qui peuvent permettre de réduire son impôt. On n'a effectivement pas parlé des SOFICA, mais on a fait pas mal d'émissions effectivement sur l'investissement dans le cinéma, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Merci Thaïs Castor, associée au sein du cabinet LEA Finance. Merci également Pierre-Éliott Blum, avocat associé spécialisé en fiscalité chez Lumet Avocat. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.